On se retrouve avec Anthéos pour discuter de l'histoire de l'argile, comment cette roche a évolué au fur et à mesure des siècles pour finalement devenir un remède de grand-mère. Donc on va voyager de l'Égypte jusqu'à aujourd'hui en passant par le Moyen-Âge, la Rome antique. On va vraiment essayer d'être assez précis sur l'évolution de l'argile. Donc Anthéos, c'est une variété montmorillonite. Si vous ne savez pas les différentes variétés d'argile, il y a une vidéo à ce sujet qui est disponible. Sinon, vous pouvez aussi télécharger le guide 7 jours pour comprendre l'argile qui est disponible sur le site Anthéos directement ou en commentaire, il y aura un lien pour le télécharger directement. Donc on est parti. On prend le bateau direction l'Égypte, puisqu'en effet, chez les Égyptiens, l'argile était déjà utilisée. Dans les papyrus, on retrouve la mention du nocre jaune, qui était utilisé à la fois pour des blessures physiques, également pour des lésions au niveau de la peau, ou même en cas de maladie, on pouvait y avoir recours. On retrouve des recherches qui ont été faites par Raymond Lothier dans son livre La médecine égyptienne, dans lequel on observe qu'effectivement les Égyptiens utilisaient de l'argile. Les femmes l'utilisaient aussi en cosmétique pour le visage, mais aussi au niveau de la poitrine pour raffermir les seins et également dans certaines cérémonies entre guillemets, des rites, quand on perdait un proche, on pouvait se couvrir le visage d'argile et ensuite on allait dans la rue pour exprimer son désarroi et également au moment de la momification des corps où l'argile était à nouveau utilisée. Donc après l'Égypte, on part direction la Grèce et plus précisément la Grèce antique. Donc on reprend le bateau et on va chez les Grecs. Donc chez les Grecs, il y a quelqu'un de très connu qu'on mentionne encore aujourd'hui comme le père fondateur de la médecine, qui est Hippocrate. Et Hippocrate, dans certains textes, il parlait d'une terre de lemnos qui avait des vraies vertus pour neutraliser le poison et même la dysentérie, c'est-à-dire des inflammations au niveau de l'intestin et des diarrhées. Et bien après Hippocrate, 10 siècles plus tard, Galien est arrivé, il a fait des gros travaux en reprenant justement ceux d'Hippocrate. Et Galien, il serait allé sur l'île de Lemnos, au nord de la mer Égée, puisqu'à l'époque, la terre de Lemnos était certifiée avec un sceau et certains s'amusaient un petit peu à trafiquer ça. Donc, il a préféré aller sur place. Ça a permis de l'étudier puisque cette terre de Lemnos, elle a été citée pendant plus de 24 siècles, notamment à travers un remède qui s'appelait la thériaque, qu'on appelait aussi la grande thériaque. Et ce remède de la thériaque, on va le retrouver cité par exemple par Pline l'Ancien dans son livre Histoire naturelle, et on va la retrouver citée par beaucoup de gens qui vivaient à des époques différentes. Il va y avoir le médecin Mémonide, il va y avoir Bacon, il va y avoir Copernic, il va y avoir Thorndike, il va même y avoir Avicenne au Moyen-Âge qui va la citer. Donc jusqu'en 1848, on retrouve cette terre de Lemnos citée dans la Grande Thériaque. L'utilisation de l'argile était bien présente. Durant la Rome antique, on la mélangeait à la farine en guise de préventif. Et c'est une pratique qu'on retrouve après même au Moyen-Âge, où justement Avicenne, qui était un savant perse, a fait un gros travail de synthèse des travaux de Hippocrate et de Galien. Et Avicenne, il a relaté 12 types d'argile et il a attesté que la thériaque était le remède le plus puissant pour neutraliser le poison. Donc au Moyen-Âge, bien sûr, le poison c'était quand même assez répandu. Donc les rois l'ont pas mal utilisé également, mélangé à de la farine, en guise de préventif. Ensuite, on va faire un bond dans l'histoire. Il faut aller au 19e siècle pour retrouver un abbé qui s'appelait Sebastian Knep, qui a fait un gros travail de soins naturels et lui, il était un vrai partisan de l'utilisation de l'argile. Il a soigné d'abord beaucoup d'animaux et il aurait notamment soigné des chevaux d'un archiduc assez connu qui s'appelait François-Joseph d'Autriche et il a décidé ensuite d'étendre ce traitement également sur les humains. Il a même fondé un centre de traitement qui existe encore aujourd'hui à Worrishofen et ce prêtre Knep a dit « Beaucoup de malaises ne peuvent être guéris par aucun remède aussi vite et avec autant de facilité que par cette terre. » Donc lui, il était plutôt partisan de l'argile et derrière lui, il y a un courant de naturopathes allemands qui étaient Louis Kuhn, Adolphe Just, qui ont continué d'utiliser ces travaux et notamment l'utilisation de l'argile qui a été beaucoup mise en avant. Ensuite, il faudra attendre la Première Guerre mondiale, 1914-1918, puisque les soldats français étaient atteints de dysentérie. Donc, on a commencé à mélanger de l'argile dans leur ration de moutarde. Et là, on a eu de très bons résultats, donc ça a encore mis l'argile en avant. Pourtant, après la guerre, elle tombe un peu dans l'oubli. Elle est de moins en moins utilisée. Et il faudra attendre 1978 avec deux personnes qui étaient Jean-Claude Lapraz et Christian Lapraz, qui ont fondé un groupe de recherche pour étudier justement les possibilités thérapeutiques de l'argile. En 1980, donc 2 ans plus tard, ils sortent des résultats assez intéressants au niveau de la gynécologie. Ils ont pu soigner des condylomes au niveau du col de l'utérus. Ça a mis un petit peu l'argile en lumière. Il y aura aussi une chef de service d'un hôpital qui s'appelait Monique Le Guyadet, qui en 1994 aurait introduit de l'argile dans son hôpital, puisque les patients se plaignaient beaucoup de l'odeur des pansements et ils avaient un petit peu honte d'accueillir des proches
avec cette odeur qui puait. Et il y avait également des patients qui avaient un passé avec l'alcoolisme et les pansements, souvent il y avait beaucoup d'alcool, donc ils aimaient pas trop cette odeur. Donc elle a commencé à utiliser de l'argile. Il y a eu de très bons résultats, à la fois sur le plan physique, mais aussi sur le plan satisfaction des patients. Ils retrouvaient un petit peu de confiance en eux par le fait que ça sentait bon et que ça ne pue pas dans leur chambre tout le temps. En 1999, il y aura aussi une mise en avant de l'argile avec une épidémie de choléra qui a touché Madagascar. Ils ont décidé d'essayer l'argile sur 100 personnes et ils ont obtenu des très bons résultats. Ils ont diminué notamment les diarrhées, ils ont diminué les vomissements et il y avait un docteur Robinson qui a attesté que l'argile devait être utilisée car elle permettait de diminuer la durée du séjour à l'hôpital des patients. Et pour finir, dans une époque plus proche, on a aussi Line de Courson qui elle a fait un gros travail sur un ulcère de Buruli où l'argilolite et l'argile montmorillonite ont été utilisés pour travailler sur les ulcères. Ils ont obtenu de très bons résultats. Au niveau de l'ulcère, ça a permis une guérison. Au niveau des odeurs également et même au niveau de la peau, il y a une avancée dans la résolution de la maladie. Dans un passé beaucoup plus proche, il y a deux figures emblématiques qui sont Raymond Dextré et Jade Alec qui ont fait beaucoup de travaux en faveur de l'argile. Mais si on devait se demander comment l'homme s'est un petit peu tourné vers cette roche, il faut aussi comprendre qu'on a un petit peu copié les animaux qui eux sont assez instinctifs quand ils ne vont pas bien. Et à ce niveau-là, on voit qu'il y a beaucoup d'animaux qui utilisent l'argile. Par exemple, des chimpanzés qui vont avoir tendance à en manger. Chez les éléphants, on les voit se rouler des fois dans des bouts d'argile, à la fois pour se protéger du soleil parce que ça tape fort là-bas, à la fois pour se protéger des parasites qui viennent les enquiquiner et produire des petites bêtes sur leur épiderme, et à la fois parce que ça répare leurs blessures. Donc ils l'utilisent également et les éléphants sont quand même extrêmement intelligents. On la retrouve aussi chez certains haras qui vont avoir tendance à consommer des graines toxiques parce qu'il y a une partie de l'année où ils peuvent pas manger autre chose que ces graines toxiques. Donc en contrepartie, ils consomment de l'argile sur une roche directement et ça leur permet d'annihiler les effets des graines toxiques. Et dans le milieu équestre et bovin, on le voit aussi un petit peu utilisé. On en met dans la ration des animaux et même dans les courses, etc. Quand ils se blessent, souvent on leur fait des cataplasmes d'argile. Pourtant, nous l'homme, on a du mal à intégrer le fait que l'argile pourrait nous faire beaucoup de bien. Donc effectivement, aujourd'hui, l'argile, elle est plus trop utilisée. On en met un petit peu dans les peintures, dans du BTP, dans un petit peu de l'agroalimentaire. C'est un des combats d'Anteos de redonner de la visibilité à cette roche qui a des vraies vertus. Et on espère qu'un jour, on pourra vous emmener avec nous sur l'île de Lemnos pour faire un reportage sur l'argile. Ce serait juste fantastique. Donc, on espère que ça se produira. Il faut aussi remercier pour tous ces renseignements le livre du professeur Andriane, l'argile médecine ancestrale. En tout cas, Anteos, c'est une argile montmorillonite. Vous pouvez visiter le site si vous souhaitez. N'hésitez pas à commander, ça nous permettra de grandir et vous pourrez constater que c'est une très bonne argile. Sur ce, longue vie à l'argile et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'argile.